Cette soirée-là, c'est une des premières ouvertes à des vraies questions de cinéma. On l'organise en partenariat avec la SACEM. Donc voilà, on voulait les remercier. Remercier la formidable Églantine Langevin, avec qui c'est si agréable de travailler. Et puis je vais vous présenter toutes ces formidables et talentueuses personnes. Alors on a choisi d'abord pour animer ce débat de le proposer à Thierry Jousse, parce que Thierry, c'est un cinéaste et un mélomane, et que ça nous semblait être la plus belle personne pour parler de musique et cinéma en France. Voilà. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent son émission de radio Cinéma Song, mais c'est une émission passionnante, et ses films sont très beaux aussi. Voilà. Peut-être je vous laisse prendre le micro et dire qui vous êtes chacun, c'est peut-être le plus simple. Bonsoir, je suis Céline Sciamma. Pardon. Je suis Jean-Baptiste Delobier, sous le nom de Parawan. Voilà. Un, deux, trois. Alors, nous sommes les trois compositeurs de Love Entertainment. Nicolas Veil, Sylvain Aurel et moi, Alexandre Lière. Et je suis Claire Burger, une des réalisatrices de Party Girl avec Samuel Taïs et Mariama Choukeli. Qu'on embrasse. Et on commence ou... Oui, je suis d'accord. Bonsoir et merci Catel pour cette présentation à laquelle nous sommes tous sensibles. Effectivement, c'est une question qui m'intéresse à la fois à titre personnel, mais pas seulement à titre personnel. Je pense que, je parle des rapports entre musique et cinéma, mais ça m'intéresse, je pense, aussi parce que ça concerne, j'ai l'impression, tous les gens qui font du cinéma et aussi tous les spectateurs, même s'ils ne le savent pas forcément. C'est-à-dire que j'ai remarqué que la musique était, dans les films, était quelque chose qui n'était pas toujours entendu, ou en tout cas pas suffisamment entendu, alors que pourtant ça joue un rôle souvent extrêmement décisif dans le rapport qu'on peut avoir avec un film, avec un montage, avec un récit. Et peut-être c'est quelque chose qu'on va essayer un peu de déployer ce soir avec les différents protagonistes qui sont ici. Et donc en fait, effectivement, il y a les représentants de bande de filles qui sont à ma droite et les représentants de Party Girl à ma gauche, mais c'est une partition qui n'est liée qu'au fait que j'anime cette table ronde et que du coup, je me suis mis au milieu pour ces raisons-là. Pour démarrer, avant de passer, vous allez voir quelques extraits des films concernés qui sont donc Bande de filles et Party Girl, mais on pourra évidemment aller au-delà de ces deux films. Mais on va quand même s'y intéresser de manière assez précise pendant un petit moment. Mais peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet de ces deux films assez musicaux, mais d'une manière finalement assez particulière également, je voulais demander alors à chacun des protagonistes, je ne sais pas si le collectif Love Entertainment aura droit à un temps de parole équivalent pour chacun de ses membres. Enfin, en tout cas, on va gérer la situation de manière, on va dire, fluide. Je voulais demander un peu à chacun des protagonistes, musiciens et cinéastes, quels étaient leurs rapports finalement, au-delà même de cette implication dans tel ou tel film, quel était leur rapport avec la musique au cinéma. Alors, je ne sais pas qui veut commencer, on va commencer par Céline qui a un micro déjà. Mes rapports entre musique et cinéma, je peux les scinder en deux en fait, parce qu'il y a mon rapport le premier, primitif, qui est mon rapport de spectateur. Et être spectateur, ça s'apprend, mais en tout cas à l'origine, je crois qu'il y a les musiques qui m'ont marqué, elles sont extrêmement présentes. C'est des musiques qui sont très signées, et c'est les musiques de ma cinéphilie d'enfant ou d'adolescent. Et donc c'est John Williams, c'est Vladimir Cosma, c'est de la musique qui joue un rôle à l'écran évident, et c'est de la musique même mon premier rapport à ça, c'est aussi de la musique qui se détache du film, ou plutôt qui me ramène au film, quoi. Moi j'ai grandi à l'époque de la cassette, puis du CD, ces objets d'antiquité aujourd'hui, et j'avais ce réflexe d'acheter les bandes originales et de les écouter ensuite. Et il y a ensuite, dans mon rapport de spectateur à la musique de film, il y a un avant et un après David Lynch, assez clairement, que je ne vais pas développer ici parce que ça pourrait prendre la soirée.
Et puis ensuite, en tant que metteur en scène, ça, je vais peut-être pas en parler maintenant, en fait, parce qu'on va en parler tout le temps. Oui, c'est ça. Disons qu'on va essayer de faire en sorte que ces premières interventions ne soient pas trop longues, mais si C'est tu ça. veux Donc dire un mot déjà, tu auras l'occasion d'en dire un mot, mais tu peux déjà commencer. Le bâton de parole, je crois. Peut-être préciser, Jean-Baptiste, que tu es musicien, mais également cinéaste, ce qui n'est pas fréquent. Oui, enfin, pas encore vraiment, mais... Tu as quand même été élève à la FEMIS, oui. Tu as quand même déjà fait des films, donc on veut considérer que tu es cinéaste. C'est ça. Voilà. Mais j'allais dire la même chose que Céline, donc je suis un peu battu. Surtout sur le début, sur le fait qu'il y a un avant et un après. Enfin, disons qu'il y a la cinéphilie d'enfants avec des thèmes très marquants. Je sais pas, je pense spontanément à Star Wars. Enfin, ce genre de truc où la musique colle tellement au film qu'on rentre chez soi, on repense forcément à des thèmes très forts. Et puis ensuite, en tant qu'étudiant et apprenti cinéaste, tout d'un coup, il a fallu choisir des références pour grandir. Et j'ai l'impression que de notre génération, on a beaucoup admiré une génération de cinéastes qui croyaient en une forme de radicalité, de pureté au cinéma, et qui n'étaient pas forcément fous de musique de film, en fait, ou en tout cas qui la validaient pas toujours. Je pense à Bresson, bien sûr, même s'il y a eu recours, en fait. Et donc, il y avait peut-être une certaine culpabilité, ou en tout cas une transgression à décider d'embrasser ces possibilités. De faire beaucoup de musique, de mettre beaucoup de musique dans les films et de faire baigner les films dans la musique. Et puis au bout d'un moment, on a juste assumé ça. On s'est dit, ok, on est cette génération clairement post-moderne et on y va, quoi. Donc finalement, ça se voit aujourd'hui au cinéma. Il y a une vraie... je pense que c'est un truc d'aujourd'hui, ce bain, quoi, cette impression que les films baignent dans la musique. Alors, là, vous avez quand même le droit de parler chacun votre tour. Ce sera peut-être pas forcément le cas pour la suite, parce que quand on parlera du film, peut-être que... Mais là, bon, je pense que ça vaut le coup que chacun dise un mot, pas trop long, mais pour dire un peu... J'essaie de parler très très vite pour gagner du temps. C'est un peu, pour tout le monde, la même histoire. D'abord, on le vit en tant que spectateur, à travers des émotions qu'on a. Alors, effectivement, Star Wars, James Bond, ce truc-là, les grands thèmes qui nous portent. Et puis après, quand on commence à y réfléchir, parce qu'on envisage d'en faire ou des trucs comme ça, on voit les choses assez différemment. Et on se donne peut-être des objectifs qui sont différents de ce qu'on faisait avant. C'est en ça que c'est un peu la nouvelle génération. On essaie de traiter la question de la musique au cinéma avec peut-être des nouvelles méthodes, en s'offrant des nouvelles possibilités, en étant moins fermé par un classicisme. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Et moi, je trouve ça super chouette. J'aime bien quand il y a du rock dans des films d'action, mais je trouve ça encore mieux quand c'est un film sur Marie-Antoinette. Moi aussi, j'ai été un enfant et j'ai beaucoup aimé le cinéma. Mais je suis venu aussi à la musique dans le cinéma, surtout par la musique, en fait. C'est-à-dire que j'ai commencé par la musique et pendant longtemps, j'ai pas vraiment réalisé que y avait dans les films quelque chose d'émouvant et que c'était aussi souvent lié à la musique. Depuis, j'ai eu le temps de faire cette analyse qui n'est pas finie et qu'on va compléter ce soir. Alors là, c'est moi qui suis battue, parce que j'allais dire justement, je suis originale dans cette brochette, parce que pour le coup, moi, je n'étais pas, en tout cas, cinéphile, mais bien plus mélomane, et dans ma famille, c'était plutôt bien plus la musique que le cinéma, et donc c'est plutôt à la base de choses que je dissocie beaucoup, et donc j'ai pas été élevée, j'ai pas grandi avec des BO et des choses comme ça. Pour moi, la musique, c'est extrêmement important. Donc quand il s'est agi pour moi de faire du cinéma, j'étais même un petit peu, je pense, méfiante. Pour moi, c'était deux domaines très très différents, et j'ai dû chercher et questionner, et la réflexion n'est pas terminée sur ce que la musique peut apporter au cinéma. Pour moi, la musique, c'est tellement fort qu'effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas une évidence, et que je questionne beaucoup. Et d'ailleurs, la plupart des courts-métrages qu'on a fait avec ma co-réalisatrice, où il y a très peu de musique, ou alors toujours une musique... en tout cas, on essayait de ne pas dire ce mot, mais intradiégétique. C'est le mot qu'on avait dit qu'on éviterait. Et je viens progressivement au score, et je pense que ce n'est pas pour rien, parce que c'est un rapport au cinéma, c'est un apprentissage du cinéma.
et à l'intérieur de ça, de chercher ce que la musique peut lui apporter, mais c'est pas une évidence. C'est d'abord, pour moi, c'était d'abord la musique avant le cinéma. Moi aussi. Moi aussi, plutôt de l'école du jazz. Alors c'est vrai que la musique de film, pour un jazzman, c'est très étonnant parce qu'il faut souvent réduire un langage dans le jazz qui est souvent complexe et pas forcément adapté à des oreilles qui ne sont pas entraînées. Et dans la musique de film, justement, il y a un travail sur la quintessence, sur le sens vraiment de ce qu'on veut produire. Pourquoi on le fait? On le travaille. La musique est un art social déjà, c'est-à-dire qu'on partage souvent avec d'autres le fait de composer de la musique ou d'en jouer. Avec le cinéma, c'est encore un nouveau mariage qui est un mariage social aussi, c'est-à-dire qu'on entretient avec une autre entité qui s'occupe d'autres notions d'image un mariage et une volonté d'être, comme dans le mariage, un vrai couple et d'aller dans le même sens. Voilà. Merci. Alors, après cette brève introduction, chacun a d'ailleurs respecté à la lettre le temps de parole, donc pas trop long. On va commencer, parce qu'on avait discuté avant la table ronde, et donc finalement on a décidé de commencer par Bande de filles, et en tout cas par pas seulement Bande de filles, puisque la différence, une des différences entre, bon déjà c'est le troisième film de Céline, et c'est votre premier, enfin je dis votre au sens des trois réalisateurs de Party Girl, donc déjà il y a une approche qui n'est pas la même. Et ensuite Céline et Jean-Baptiste Parawan, je ne sais pas s'il faut t'appeler Jean-Baptiste ou Parawan, d'ailleurs Jean-Baptiste, ouais, ont déjà travaillé ensemble sur les deux films précédents d'une manière qui n'est pas tout à fait la même. Avant de voir peut-être un premier extrait de Naissance des pieuvres, donc le premier film de Céline, c'était comment ça s'est passé votre rencontre, enfin, pourquoi vous avez décidé de travailler ensemble? Alors, finalement sur des Naissances des pieuvres ou peut-être même sur des films enfin sur des courts-métrages, parce que je ne sais pas si ça s'est pas passé même avant à la Fémis, cette rencontre. Oui, effectivement, ça s'est passé à la Fémis, où Jean-Baptiste était élève réalisateur et moi élève scénariste, et où j'étais du coup la scénariste de ses courts-métrages, et son assistant réalisateur occasionnellement, ou régisseuse, enfin en tout costumière, un peu tout. Enfin en tout cas, on a fait notre trajet ensemble à l'école, et quand je suis sortie de l'école et qu'il s'est agi de faire le premier film, c'était une espèce d'évidence pour moi qu'il allait faire partie de l'aventure. Et je lui ai proposé de faire la bande originale, alors même que ça, pour le coup, on n'en avait jamais parlé. Et que je connaissais, il me faisait écouter beaucoup de sa musique, et officiellement comme ça, je ne sais pas s'il y a un autre réalisateur aurait eu l'idée de lui proposer, parce que ce qu'on connaissait de lui, c'était pas forcément quelque chose qui pouvait évoquer de la musique de film, mais il se trouve que moi j'avais la chance de connaître de lui, dans cette relation intime, de connaître beaucoup de versants de sa musique, y compris des choses qui ne sortaient pas, des versants plus atmosphériques, plus expérimentaux, qui pouvaient être à l'œuvre dans ses films aussi d'ailleurs. Et du coup, voilà, je l'ai convoqué sur le premier film, et sur tous les suivants, mais pas comme un accord tacite d'ailleurs, à chaque fois comme une envie renouvelée et pensée. Je lui fais part de mon envie au moment où le film est arrivé à maturité dans ma tête. Il n'est même pas forcément écrit, mais en tout cas, où il y a déjà une pensée de la musique qui une envie, un brief, quelque chose. Et donc on se rechoisit à chaque fois, en tout cas, j'espère. Tu veux dire un mot, Jean-Baptiste, non ? Alors peut-être pas. Du coup, on va peut-être voir l'extrait de Naissance des pieuvres, qui est générique donc du film, et donc du coup, d'une certaine façon, l'inauguration officielle entre guillemets de votre coopération. Voilà, je pense. Voyons l'extrait, puis après vous en direz un mot.
assez frappant. Moi, on s'était rencontrés à l'époque de Naissance des Pieuvres et je me souviens avoir été assez frappé d'ailleurs par le rapport à la musique et au son dans le film, entre autres choses. Et là, en voyant l'extrait, il y a tout de suite un truc qui se passe d'adhésion d'une certaine façon du spectateur par la musique, quoi, et par le son et le rapport que vous créez l'un et l'autre entre ces conversations comme ça, enfin ces fragments de conversation et la musique. Ça fait partie des choses dont vous aviez parlé tout de suite, par exemple pour Naissance des Pieuvres. Ce rapport, je dirais, à la fois un peu climatique de la musique et puis en même temps cette importance aussi du son qui vient rentrer en relation avec cette musique. On n'en avait pas parlé en ces termes, c'est des équilibres qui se sont trouvés au fur et à mesure aussi, beaucoup en montage son et en mixage. Mais en tout cas que la matière sonore du film puisse être en dialogue avec la musique, y compris parfois dans des nappes, dans des intérieurs, de créer des notes, ça peut être dans une ventilation, dans un néon, et même par exemple, il y a du vent. À un moment, il y a une scène où il y a du vent. Bon, ça arrive. C'est un vent qui est en fait un vent synthétique accordé à la musique. Donc oui, ça, mais c'était pas une discussion préliminaire. C'est un dialogue qui a eu lieu tout au long de l'élaboration du film, parce que on commence à composer la musique extrêmement tôt. En fait, Jean-Baptiste est le premier spectateur du film, alors même que c'est un ours, que c'est vraiment quasiment regardable, enfin que c'est vraiment des scènes mises bout à bout. Et il vient très très tôt et il compose la musique pendant qu'on monte l'image, pas ensuite. Mais donc il y a évidemment un dialogue qui se fait, on cherche la grammaire du film, et encore plus sur celui-là où c'était le premier, donc on cherchait la grammaire tout court, on cherchait même pas la grammaire du film, on se cherchait, quoi. Et du coup c'est beaucoup d'aller-retour, mais je vais te laisser parler aussi peut-être. Oui, c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup formulé quoi que ce soit. En fait, on était vraiment dans la première expérience pour tout le monde. On a ce luxe d'être. C'est vrai que le monteur du film, c'est aussi. On travaille ensemble aussi. Enfin, il y avait un truc très familial où on décidait de s'accorder du temps pour se faire confiance, pour essayer, parce qu'on était tous un peu terrifiés. Enfin, moi, le premier, quand Céline m'a demandé de faire la musique du film, je lui ai dit qu'a priori, je pensais pas du tout en être capable. D'ailleurs, c'est ce premier morceau c'est la première chose que j'ai composée, je crois. Donc c'était vraiment le tout début, on essaye, on voit si ça va marcher. Donc c'est vrai que très en amont, on avait déjà des exports en DVD de scènes où on se dit bon, ça va être à peu près ça, et c'était du pur tâtonnement. Et je pense qu'on a trouvé, on avait quand même des lignes directrices. Puis bon, le film, moi, m'avait fait une très forte impression parce que j'ai découvert justement un ours, mais mine de rien, c'était la première fois que je voyais un truc aussi accompli de la part de mon ami la plus proche. Donc forcément, il y avait un impact, et je me suis inspiré de cet impact. Je pense que à l'époque, on a beaucoup plus, on était beaucoup plus rationnel pour Bande de filles, mais à l'époque, je pense qu'il y avait un truc, une charge émotionnelle, c'est-à-dire que Céline disait quelque chose de sa vie, de sa vision du monde avec le film, et j'avais envie de lui répondre, en fait. Donc il y avait vraiment quelque chose de. Je pense qu'elle m'a fait confiance, elle m'a laissé un peu travailler dans mon coin, et j'ai essayé de trouver la réponse adéquate, quoi. Et puis au bout d'un moment, on a affiné, on s'est rendu compte qu'on était en train de dire ci et ça plus précisément que que notre instinct il devançait un peu la formulation qu'on pouvait en faire. Il y a déjà dans Naissance des Pieuvres des moments où la musique, il y a des moments où la musique joue le rôle de musique de film. Je vais essayer d'éviter diégétique et extra-diégétique, mais enfin bon, des fois c'est pratique. Non, il y a des moments où la musique joue comme là le rôle de musique de film. Puis il y a aussi des scènes de boîte où la musique est interne à la scène, et où est-ce que c'est toi qui as composé les musiques de boîte ou c'était autre chose? C'est moi qui les ai composés. D'ailleurs, ça a lancé une série de. En fait, on reçoit régulièrement des emails de gens qui nous demandent mais qu'est-ce que c'est que cette musique, qui envoient des extraits YouTube, des captures de. Malheureusement, voilà, on les déçoit à chaque fois parce qu'on n'a jamais sorti. C'est de la musique au mètre que j'ai faite pour remplacer ce qu'on mettait à l'époque. C'était des trucs de cascada, je crois. Parce qu'on voulait qu'ils écoutent de la trance, en fait, les ados. Et donc j'ai essayé de faire de la trance au mètre un peu, ou de la techno au mètre, pour remplacer dans les fêtes, quoi. Donc effectivement, il y avait déjà ces deux statuts dans Naissance des Pieuvres, et d'ailleurs c'est pareil dans Bande de filles. C'est une des raisons pour lesquelles je posais la question, parce qu'effectivement ça s'est poursuivi. Est-ce que l'idée, parce que malgré tout il y avait tout de suite une couleur un peu électro, en tout cas bon, après ça peut se discuter, il y a différentes sortes d'électro, mais bon, est-ce que ça c'était il y a sans doute, j'imagine, bon, il y a votre relation personnelle, mais il y a aussi peut-être des aspects économiques qui peuvent jouer aussi, parce qu'un orchestre, si tant est qu'on en a envie, ça coûte quand même un peu plus cher, par exemple. Mais est-ce que
bon, si on me laisse de côté pour l'instant, on y reviendra peut-être tout à l'heure avec la question économique, est-ce que cette idée que l'électro soit vraiment la couleur dominante du film, c'était quelque chose qui vous paraissait d'emblée évident, ou est-ce que c'est une des raisons aussi pour lesquelles tu as demandé, Céline, à Jean-Baptiste de faire la musique ? Oui, ça me semblait évident. Et parce que je trouvais que c'est une musique que je trouvais éminemment adaptée au cinéma, puissamment cinégénique, qui justement, c'est une musique qui peut être assez symphonique et atmosphérique et narrative, enfin, et puis qui pour moi, enfin, connaissant mon entrée dans l'électro, elle se fait par la musique de Jean-Baptiste ou par la musique qu'il me fait écouter. Et il y a du coup comme ça, dans les textures que je lui connaissais, même dans les instruments qu'il utilisait, quelque chose qui m'évoquait profondément l'adolescence, et on cherche aussi à trouver comme ça la distance juste entre ces personnages et la musique, et il y avait quelque chose à la fois d'élégiaque et de mélancolique, quelque chose de l'ordre d'une nostalgie, même dans l'âge qu'ont les instruments, qui pour moi dialoguait profondément avec le film et l'âge qu'il raconte. Avant d'en arriver à Bande de filles, on peut peut-être dire un mot de Tomboy, donc ton deuxième long métrage, où là il y a pratiquement pas de musique, sauf une chanson. Donc là, c'était pensé d'emblée comme un film sans musique, Tomboy. Oui, c'était pensé comme un film sans musique, et ça faisait partie du concept. Le film était une série de règles que je m'étais imposées à moi-même, dans l'envie de faire un film ludique et avec ses contraintes. Donc il y avait notamment l'idée de faire 50 séquences, de faire deux décors, et il y avait aussi l'idée de faire un film sans musique. Mais aussi, bon, parce que c'était la règle du jeu, mais aussi parce que c'était un film sur l'enfance et que j'avais du mal à imaginer la musique de l'enfance. Une musique qui ne ferait pas commentaire, justement une musique qui serait à la hauteur des personnages. Et du coup, voilà, c'était le parti pris. Mais il y avait quand même cette chanson composée par Jean-Baptiste et Jérôme Echnoz que j'avais envie de mettre dans le film, qu'il m'avait fait écouter et que je lui ai volé. Et puis je l'ai quand même fait venir en salle de montage. Ça a quand même été le premier spectateur du film pour confirmer ou infirmer mon intuition, puis pour qu'il voit le film tout simplement. Et il a dit qu'il fallait pas il était d'accord, quoi, qu'il fallait pas qu'il y ait de musique. Ouais. Il arrive que des musiciens, aient cet avis-là sur les films. C'est-à-dire oui. dire voilà, il y a pas besoin. Là, de musique. c'était assez évident. Ils avaient fait des essais. Ils disaient tiens, là peut-être un peu de musique à cet endroit-là, parce que bien sûr, justement, on n'a pas envie de pureté, on a envie d'impureté, on a envie d'essayer des choses, transiger un peu. Donc il y avait des essais de musique, mais soit avec des trucs que moi j'avais fait à l'époque, ils avaient un peu bidouillé, soit avec d'autres chansons, etc. Et j'ai dit non, ne mettez pas de musique. Je suis d'accord avec vous, je pense que le film n'appelle pas de musique. Donc, ça procédait pas d'une méfiance spécifique par rapport à la musique, parce que c'est une question dont on avait un peu parlé dans la préparation de ce débat. Non, qui peut se poser pour certains cinéastes. Il y a des gens qui sont méfiants, ou en tout cas qui ont peur de la musique. Non, et puis on peut se méfier de la musique, ou on peut se méfier de son appétit pour la musique, de son amour pour la musique, du fait qu'on lui fait confiance aussi. Mais là, c'était vraiment cette chose qui était en rapport avec ce qu'on filmait, ce qu'on racontait, la hauteur de la taille des personnages. Et l'idée aussi, il y a une volonté de travailler le son, le son direct, et puis le montage son. C'est un film qui se passait dans la nature, et j'avais envie il y avait des enjeux pour moi dans la bande son du film, qui était, c'était pas une façon de dire que tout, de faire du naturalisme à tout craint, ou justement de se défier de cette question de la stylisation. C'était une envie de travailler la matière sonore, vraiment, pas la musique, mais la matière sonore du film. Juste avant de passer à l'extrait de Bande de filles, Jean-Baptiste, toi tu es sensible à la question du son dans un film, en dehors même de l'usage de la musique, mais des textures sonores, du rôle des textures sonores. Bien sûr, et quand le film de fin d'études qu'on a fait avec Céline, que j'ai réalisé, par exemple, j'ai fait tous les sons, dès que je pouvais faire du son j'avais un synthétiseur avec sans rentrer dans les détails techniques, mais j'avais du bruit blanc, bruit rose, etc. Et je l'ai passé dans des filtres, et j'ai fait tous les effets. Je faisais les sons des mobylettes, ou d'une vitre mal fermée, ou d'un orage. Je faisais tout avec les synthétiseurs, et je les accordais avec les sons pris par l'ingénieur. Parce que moi, au départ, en plus, spontanément, je me disais, je vais faire des films sans musique, en fait. Parce que d'ailleurs, je voyais pas forcément le lien automatique entre ma passion pour la musique et ma passion pour le cinéma. On me pose souvent la question, mais en fait, c'est pas forcément évident. Peut-être que j'ai envie de faire des films sans musique, et de la musique sans clip, quoi, par exemple. C'était pas mal le cas à l'époque.
Mais oui, et puis là, quand on travaille avec Céline, ça va encore plus loin, parce que comme on a le temps, on a les moyens de travailler avec les monteurs son, avec l'ingénieur du son, d'aller vraiment très en finesse. Donc là, ça me passionne, même si j'y participe un tout petit peu moins, parce que c'est aussi une étape qui arrive plus tard. On en reparlera peut-être tout à l'heure avec vous et enfin les uns et les autres, mais c'est vrai que l'évolution de la technique, des moyens techniques auxquels un cinéaste ou un musicien a accès aujourd'hui, a aussi facilité, j'imagine, la fluidité des relations entre vous, qui était peut-être moins évidente il y a 30 ans, quand on faisait un film où il n'y avait pas le Pro Tools ou les machines qui permettaient. Et puis là aujourd'hui, on envoie de la musique par WeTransfer, c'est extrêmement rapide. Ouais. Donc du coup, je pense que j'imagine que ça crée aussi une relation plus proche peut-être entre le film ou la cinéaste et le musicien. Oui, mais d'ailleurs, et tu disais musique électronique, parce que c'est aussi... En fait, c'est pas tellement... Je crois pas que c'était une question de budget, la question de pas utiliser d'instruments... légèrement provocatrice, très légèrement. Non, mais parce qu'en l'occurrence, on s'est rendu compte après que ça coûtait pas si cher que ça d'enregistrer des vrais musiciens. D'ailleurs, il y a des cordes à la fin en fait, de Naissance des pieuvres, et c'est là où c'était intéressant. Nous, on est parti sur un truc complètement électronique, et on a transigé avec l'aide notamment de la productrice Bénédicte Couvreur, qui, par exemple, la scène d'introduction, elle existe dans la version disque, la première version. Et la première version, il y avait une infrabasse super oppressante. Moi, j'étais parti tout de suite là-dedans. C'était mon habitude, mon réflexe. Et donc l'introduction du film était extrêmement oppressante, et en fait trop, et ça décrochait du film. Et je me souviens que c'est Bénédicte la première qui a dit enlevez-moi cette basse, là on étouffe direct, c'est l'angoisse. Et elle a ensuite suggéré aussi les cordes, enfin je crois que c'était toutes les deux, vous aviez suggéré des cordes et une envolée, elle voulait encore plus de lyrisme, etc. à la fin. Et j'ai adoré ça en fait, le fait de justement me confronter à un avis extérieur, pas seulement celui de Céline, mais même celui de la productrice, qui disait voilà, ce que tu fais d'habitude dans ton coin, essaie un peu de l'adapter à ce qui se passe là, à l'image, le récit, etc. Et c'était assez passionnant de travailler à plusieurs comme ça. Voyons peut-être l'extrait de Bande de filles pour attaquer, si je puis dire, le troisième long métrage. C'est marrant parce qu'en voyant les deux extraits côte à côte, enfin presque côte à côte de Naissance des pieuvres et de Bande de filles, je me disais qu'il y avait à la fois une parenté presque évidente et en même temps quelque chose qui était plus lyrique peut-être, ou plus libéré dans Bande de filles, parce que c'est quand même un film où du coup la musique joue un rôle vraiment assez important, et avec des moments dont vous
pourrez commenter parce qu'il y a quand même différents usages de la musique et il y a des moments qui vont presque vers la comédie musicale également. Il y a aussi, bon, évidemment, on en reparlera tout à l'heure, peut-être le morceau de Rihanna qui a fait un peu écran, peut-être d'ailleurs au reste de l'expérience musicale du film. Comment vous l'avez abordé ce film alors, par rapport, par exemple, à Naissance des pieuvres? Mais il y avait j'avais l'envie dès le départ, j'avais envie d'un thème. Cette fois, de me frotter à la question du thème et d'un thème qui revient, qui grandit, qui grandit en arrangement, en mélodie. Et il y avait déjà cette idée de chapitre et d'une musique qui s'épanouit dans le noir, ce qui est un brief un peu extrême quand il s'agit de faire de la musique sur de l'image. Et voilà, j'ai amené cette question-là à Jean-Baptiste, qui a tout de suite eu une réponse aussi sur la question des textures et des machines qu'on allait utiliser. Oui, en fait, Céline avait un concept assez fort. Évidemment, comme d'hab, et une fois de plus, on a transigé, et c'est ça qui était intéressant aussi. Mais c'est vrai qu'au départ, la musique était censée s'épanouir complètement sur le noir. C'est-à-dire que là, on la voit commencer sur l'image et finir sur l'image. Mais bon, au départ, on a même essayé de laisser beaucoup de noir, quoi. Donc c'était un système fort, mais qui pouvait un peu emprisonner. Donc on s'est débrouillé avec ça. Et finalement, il s'agissait d'accompagner le personnage. C'est un chapitre, donc un passage. À chaque fois, il faut faire comprendre ce qui se passe dans cette ellipse pour le personnage, en fait. Et donc la musique prenait cette charge-là. Et moi, tout de suite, j'ai voulu que, oui, il y a ce système un peu de frottement de cordes et de guitare qui avance et effectivement qui donne un effet assez lyrique et surtout aérien, en fait. Et le but, c'était Naissance des pieuvres, on était vraiment dans l'aquatique et le magmatique, et quelque chose qui tire vers le fond. Et là, on voulait s'envoler, quoi. On voulait qu'à chaque fois, ça pousse le personnage comme un coup de vent. Donc on va peut-être faire les 4 éléments, on verra. Mais là, on a fait ça, c'est sûr, qu'on voulait que ça sonne très différent. Surtout pour moi, ça me faisait un peu peur parce que c'est les seules musiques de films que j'ai faites, à part les miens, et celles d'autres amis, des courts-métrages. Et du coup, je me disais, bon, si je fais à chaque fois la même chose, il fallait que je me renouvelle absolument. Et or, ma musique, je la compose principalement avec des synthétiseurs, donc on a voulu aller ailleurs. Et encore une fois, la bonne idée de la productrice Bénédicte était de convoquer assez rapidement. Enfin, assez vite, elle m'a dit, je te vois bien travailler avec des musiciens en studio et faire jouer ta partition, quoi. Et c'est ce qu'on a finalement fait. Enfin, il y a un mélange entre les deux qui a donné ce son qui est effectivement très différent finalement de Naissance des pieuvres. La prochaine fois, ce sera le grand orchestre. On verra. J'ai l'impression qu'il y a un côté, enfin, je me dirais si vous êtes d'accord avec ça, il y a des moments que je qualifierais d'un peu implosifs au niveau de l'usage de la musique dans le film, qui sont assez internes, puis il y a des moments au contraire explosifs où ça aide les personnages et le spectateur et le film du coup tout court à se libérer de quelques entraves qu'il pourrait avoir, quoi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Oui. Et globalement, c'est même, on peut en parler au niveau de la musique, mais en réalité, c'est même la grammaire du film globalement qui est un peu plus lâchée, un peu plus assumée, libérée que précédemment. C'est le chemin du personnage, c'est aussi la question de la musique dans le film, et c'est finalement même la question de la mise en scène globalement qui peut se résumer dans cette dialectique-là. Alors, on reviendra peut-être sur Rihanna tout à l'heure, sur les questions d'achat de droits, peut-être avec aussi dans Party Girl, la question s'est posée aussi sur d'autres groupes. Donc peut-être, maintenant on va passer la parole à ma gauche, à l'équipe de gauche. Donc Party Girl, donc premier long métrage, donc 3 réalisateurs et 3 musiciens, ce qui est assez relativement rare. Et 3 producteurs. Et 3 producteurs aussi ? Oui. Ah ouais, donc c'est vraiment l'art du trio. Et c'est assez rare quand même, qui est, je ne sais pas si vous ne l'avez pas fait exprès, apparemment c'est le hasard des rencontres, non, j'imagine. Bon, oui et non, on les a choisis quand même. On n'est pas... Oui, non, mais je veux dire, pas le fait qu'ils soient 3. Ça. Non. Par contre, c'est sûr que... C'est certain que en tout cas, ça ne nous faisait pas peur, pour le coup. Alors peut-être on peut repartir de ce que tu disais au départ tout à l'heure, et c'est-à-dire l'idée que finalement, au départ, quand vous faisiez des courts-métrages à 2 ou à 3, je ne sais pas si c'était à 2 ou à 3. Ça dépend, des fois seul, des fois à 2, des fois à 3. La question de la musique se posait pas forcément, ou en tout cas si elle se posait, elle était plutôt mise à distance. Si, non, mais de toute façon, elle s'est
toujours pesé. C'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, c'est que en tout cas, ce que produit la musique sur le film a toujours été, au contraire, une énorme question. Et bon, alors c'est vrai qu'on est nous dans une grammaire ultra réaliste, quelque chose qui emprunte un peu au geste documentaire, etc. Donc tout à coup, la musique, elle peut être le mot contre-productif, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, elle peut aller à l'encontre de ce qu'on essaie de produire avec l'image, avec justement cette caméra à épaule, les lumières naturelles, le jeu qui joue avec de l'impro. Si tout à coup on colle là-dessus, si on plaque une musique qui serait un score extra-diégétique, ça peut produire l'effet totalement inverse, en tout cas de ce qu'on cherche à créer en termes de sensations pour le spectateur. Donc on a toujours été méfiant sur l'utilisation de la musique. Et on a le plus souvent privilégié dans les courts-métrages, et dans Party Girl, c'est pas toujours le cas, parce qu'on passe d'une chose à l'autre, mais en tout cas, à part des moments précis où on s'autorise le score, on essaye en tout cas de faire en sorte que la musique, comme le reste de la mise en scène, ne nous sorte pas du tout de cette impression d'immersion totale et de réalisme pur. C'est effectivement, c'est un paradoxe un peu de ce film Party Girl par rapport à la musique de film au sens où on l'entend traditionnellement, parce qu'effectivement il y a assez peu de moments où vous jouez la carte de la musique de film au sens traditionnel du terme. Mais en fait, c'est un film très musical où la musique est assez présente, mais plutôt de manière interne, alors intradiégétique éventuellement. Mais je veux dire que ce que je ne savais pas moi avant qu'on se rencontre, c'est qu'effectivement il y a beaucoup de musiques qui sont, on va en reparler à travers les extraits, il y a beaucoup de musique dans les bars, dans les scènes de boîte ou de bar, et les musiques ont été composées à cette occasion par le collectif, donc on dit Low ou Love Entertainment? Comme on veut. Bon, alors je le dirai une fois sur deux, donc Love Entertainment. Et oui, donc vous avez beaucoup travaillé aussi sur ces musiques-là, et même presque, je dirais pas essentiellement, mais majoritairement. Non, on les a fait énormément travailler de toute façon. Mais je vais les laisser parler, mais ils ont travaillé sur tout type de musique. Et c'est vrai que dans le film, il y a à la limite, même, c'est assez intéressant, c'est qu'il y a tous les types de musique de film dans le film. Ouais, alors en fait, pour revenir sur ce que disait Claire, ce film il est un peu particulier parce que, comme dans leurs films précédents, il y a cette idée d'intimité, de rester très proche du personnage pour pouvoir ressentir avec elle et avoir de l'empathie. Et quand on a essayé de mettre de la musique à différents endroits, souvent, moi, la sensation que j'avais, c'était une sensation de distance d'un seul coup. C'est-à-dire qu'on était dans la proximité sans la musique, et quand on mettait de la musique, d'un seul coup, on devenait spectateur, quoi. Au lieu d'être presque acteur, c'est-à-dire ce que vous avez essayé de faire dans cette façon de filmer, mais aussi dans l'écriture, de vraiment être au contact de l'histoire. Dès qu'on mettait de la musique un peu plus... qui voulait raconter quelque chose, ça racontait une autre histoire, et donc on perdait en naturel et en intimité. Mais par ailleurs, dans le film, comme tu disais, il y a plusieurs plans. Plusieurs plans. Vous voulez m'entendre avec l'écho ou sans l'écho? Il y a plusieurs plans. Il y a des moments où il y a vraiment que de la musique seule, comme dans les films traditionnels. En particulier, 2 chansons de China Woman qui ont un rôle très important dans le film. Et puis, comme tu le disais un peu plus tôt, nous, on a essayé de faire une musique qui soit du décor, qui s'intègre au réel et qui soit là pour renforcer le réel et pas dire quelque chose d'autre que ce qu'on ressent dans la scène. Mais par contre, c'est de la musique qu'on a quand même composée à l'image, c'est-à-dire que dans les extraits que vous allez voir, il y a une danseuse, elle a dansé sur une autre musique. Nous, on a fait une musique du réel, qui est la musique de la boîte de nuit. D'ailleurs, vous l'entendrez grâce au travail de l'excellente Mélissa Petitjean, passer par des effets pour qu'on ait vraiment la sensation que c'est une musique qui est dans la réalité et pas une musique qui vient d'ailleurs, comme dans la musique du cinéma traditionnel, ce qu'on appelle la musique en off, quand on ne veut pas dire des mots avec diététique dedans. Mélissa Petitjean étant la mixeuse du film. Et pourtant, cette musique, même si elle est dans le réel, elle a été écrite, comme vous allez le voir dans l'extrait. J'ai manqué un peu mes devoirs de modérateur, puisque c'est le mot qui convient. Vous avez, contrairement à Jean-Baptiste, qui a dit lui-même qu'il n'avait travaillé qu'avec Céline et sur ses propres films ou des courts-métrages d'amis, vous avez une activité de musicien de film en dehors de Party Girl. Vous avez travaillé même sur une série pour Canal qui s'appelle Hard, et sur quelques films. Oui, alors nous, c'était notre première collaboration effective avec Claire et Marie, mais on a travaillé sur d'autres films,
dans lequel on a eu l'occasion d'avoir un travail plus classique, justement, par exemple sur Hippocrate, qui consistait à poser un thème et à le développer, en essayant de trouver la juste distance d'émotion selon les scènes, mais en faisant vivre ce thème qui était celui du personnage principal. Ou sur la série Hard, où alors là, il y avait beaucoup d'épisodes et beaucoup plus de musique, et il y avait aussi de la musique, du score classique, mais aussi de la musique, je dirais, de réminiscence, c'est-à-dire qu'il doit faire un clin d'œil à une esthétique ou à quelque chose de très particulier pour de la comédie, au service de la comédie. Et là, comme disait Nico, on est venu un peu comme des musiciens décorateurs, avec l'idée d'essayer de travailler les faits de réel. Alors il ne fallait pas non plus forcément se fermer toutes les portes, on a quand même essayé de faire du score, et il y en a d'ailleurs, mais on savait et on voulait que ce ne soit pas un film, ce qu'on appelle un film à musique, même s'il y en a beaucoup. Et même si la musique est carrément cruciale, puisque le film s'appelle Party Girl, comme une chanson, comme la chanson de China Woman. Alors peut-être on peut. Alors vous aviez choisi, enfin, un certain nombre d'extraits. On en a privilégié 3, plus particulièrement. On verra si on a le temps de passer le 4e avec justement la chanson Party Girl, mais c'est un autre débat, on va dire presque. Je propose qu'on voit le premier, ou puis qu'on verra les 2 autres ensuite assez rapidement. Enfin, assez rapidement selon la longueur de vos interventions, mais que vous les commentiez vous-même. En live. En live peut-être pas, parce qu'il faut peut-être quand même que les spectateurs les voient. Je peux imaginer que tous ceux qui sont dans la salle ont vu tous Party Girl et bande de films. Enfin bon, au cas où ce ne serait pas le cas, c'est peut-être bien de voir les films. Donc voyons le premier extrait. Mais peut-être puis... si c'est pas le cas, justement, ça vaut le coup. J'imagine le premier extrait, ce sera l'ouverture du film. Oui. Ça vaut le coup d'en dire un mot avant pour que vous puissiez repérer justement les endroits, le travail. Donc là, on utilise une chanson de China Woman également. L'idée, c'est d'être avec le personnage principal qui sera Angélique. Donc c'est une musique intérieure pour nous. On l'utilise comme ça. C'est pas la musique du lieu, alors qu'on est dans un cabaret et qu'il y a de la musique pour les clients du cabaret. Donc avec les garçons, ce qu'on a essayé de travailler, c'est de trouver des moments où par vague, on ferait entrer la musique, la réalité. C'est-à-dire il y a cette musique off, qui est une chanson pop, qui est donc... on l'espère en tout cas, qui donne un sentiment, quelque chose de tendre, en tout cas quelque chose de pas très agressif. On voulait donner une couleur à ce lieu qui soit tendre, chaude et pas nécessairement crue, mais de faire entrer par vague comme ça la réalité. Et donc les garçons ont composé de la musique qui d'ailleurs essaye de se caler, de la musique électro, pour donner une idée de musique électro dans le lieu. La pole dance, quoi. Mais qui reprenait quelques notes d'ailleurs, enfin qui a été composé pour pouvoir s'insérer dans. Après au mix il y a des effets, etc. Mais donc tout le travail pour eux, ils ont fait plusieurs propositions, on a cherché ensemble parce que c'était pas évident, parce que la musique de China Woman, justement, vous le verrez, il y a de la guitare, il y a des vagues à l'intérieur, il y a plein de choses, et c'était très difficile de trouver cette musique qui donnerait ce sentiment de réel, mais quelque chose de simple, quelque chose qui soit crédible dans un cabaret et qui n'abîme pas la chanson qu'on écoute. Donc voilà. Voyons l'extrait, comme ça on va pouvoir se rendre compte. I'll be your woman. Not your princess, not your star, an ambiguous, complex creature. Not your teacher, not your shivering doll, hunkier than your neighbor. On n'a pas trop de chance, parce que quand même vous aviez le nez collé dessus, et que cet effet en tout cas de la musique réaliste qui entre
dans ce morceau, il y a déjà bien 1 minute 30 ou 2 minutes de morceaux qui sont passés. Donc c'est vraiment c'est le réel qui arrive petit à petit. Donc là, je ne sais pas si vous l'avez complètement identifié, mais donc autour de la danseuse arrive comme ça un petit son électro derrière. Mais où il y avait beaucoup de travail quoi, pour arriver à ça. Et donc, avec un peu de recul, vous l'auriez mieux constaté, mais ça fait partie justement de ces expériences, ou en tout cas de ces tentatives qu'on a fait ensemble, d'essayer de trouver comment on pouvait à la fois avoir de la musique pop, comme ça, qu'on plaquerait sur le film, qui avec des intentions très fortes. On pourrait même comparer l'ouverture du film à un petit clip, ou à un générique de série, presque. Et à la fois de travailler ce type de musique-là, à la fois d'avoir des moments de score plus traditionnels, et à la fois, avec les garçons, de parfois composer des morceaux qui seraient, comme on dit, à la manière d'eux, mais qui seraient composés par vous, et qui pourraient être des morceaux qu'on pourrait entendre dans une boîte, mais qui en réalité collent au plan. Peut-être on verra ça dans un extrait un peu après. Donc une musique qui pourrait passer comme ça dans les haut-parleurs, mais qui tient complètement compte de l'image et qui travaille avec l'image. J'ai une petite question sur... Enfin, une petite qui peut être une grande question, en tout cas qui peut amener une grande réponse. Est-ce que dans Party Girl, vous avez le sentiment les uns et les autres que la musique est plutôt, on va dire, du côté du documentaire, c'est-à-dire au sens où, effectivement, ou du côté de la fiction, ou est-ce qu'elle emmène, puisque la frontière entre les deux étant une des questions du film, enfin, une des choses qu'on peut sentir spontanément quand on voit le film. Moi, ma réponse personnelle en tant que spectateur, c'est que le film est franchement du côté de la fiction, même si on voit bien qu'il y a des éléments documentaires. Mais comment vous envisagez la question musicale sur cette partition entre fiction et documentaire ? Eh ben, c'est une bonne question, puisque pour moi, le film est une pure fiction. C'est un langage qui rappelle le documentaire, mais c'est une pure fiction. Et c'est quoi de la musique documentaire qui raconte le lieu, quoi. Enfin, qui raconte qui est la musique de bar, par exemple. Ça pourrait être envisagé comme oui, mais là, on aurait eu d'énormes problèmes de droit. Non, la musique n'est pas du tout documentaire, puisque toutes les musiques, à part peut-être à un moment donné, il y a des majorettes. Et encore, on a dû choisir le morceau que jouait la fanfare pour les majorettes, puisque se pose la question des droits systématiquement. Donc, il n'y a pas de musique documentaire. Je ne sais pas ce que c'est que la musique documentaire. Et en l'occurrence, d'ailleurs, dans le film, je pense qu'il n'y a aucun moment documentaire. Il y a des choses qui sont plus ou moins vraies. Il y a des choses qui sont... plus ou moins inspiré de la réalité, mais comme la musique, tout est choisi, tout est travaillé, et tout est une tentative, comme dans n'importe quel film, je pense, d'essayer de retranscrire la réalité, mais avec un regard, quoi, avec des partis pris, avec votre autorat. Quand on a vu le film pour la première fois et que vous nous en avez parlé, on a cherché... quelle serait cette réalité, ce qui est une démarche éminemment artificielle en définitive, et qui est l'inverse d'un documentaire, puisque finalement il n'y avait pas de musique. On s'est dit quelle serait cette musique de ce réel-là. Donc l'idée était de trouver une réalité, mais inventée. En plus, si je peux me permettre de rajouter un mot, dans les documentaires, la musique est vachement utilisée pour construire la narration. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous regardez un documentaire, il y a souvent une voix off qui va donner un timbre, qui va dans l'écriture de la voix off, mais aussi dans la façon dont elle va être interprétée, ça va vachement jouer. Et les réalisateurs de documentaires, souvent, dans la plupart des cas, ils font des mélanges entre des images qu'ils ont tournées et surtout des images d'archives. Et pour faire la liaison entre ces trucs-là, ils utilisent énormément la musique. Et en particulier, c'est un style de musique dans les documentaires qui est presque des archétypes de musique de film. C'est-à-dire que quand ils veulent dire c'est un moment qui est dramatique dans la vie de machin, ils vont vous mettre une musique assez dramatique, et ils vont pas hésiter à en rajouter sur les codes, parce que justement là où nous, dans la fiction, on veut vachement faire attention à préserver l'image et à pas prendre le pas sur l'image, ou à pas dire trop de trucs par rapport à l'image, dans le documentaire, souvent c'est dans les moments où l'image est un peu pauvre, ou alors pour des raisons de réalisation, ils ont besoin de ça, ils n'hésitent pas à recourir à des artifices que nous, en musique de fiction, on ose moins balancer. T'exagères un peu.
Ouais, j'exagère. Non, mais parce que j'imagine que c'est de la même façon en fiction. Des fois, on a recours à la musique pour sauver les meubles. Mais c'est moins évident dans l'écriture documentaire. Enfin, nous, on a aussi fait de la musique de documentaire. Et souvent. Pour la télé ou pour le cinéma, enfin, ouais, ça peut avoir c'est pas forcément essentiellement complètement pour différent. la télé et pour un film télé qui est actuellement au cinéma. Mais dans les trucs qu'on va utiliser, les réalisateurs de documentaires, ils ont souvent moins de budget, ils ont besoin de plus de rythme, plus de trucs, donc ils vont pas hésiter à mettre la musique vachement fort, ce qu'on fait moins au cinéma. Enfin, je trouve que dans la liberté que se donne la musique documentaire, dans un documentaire, on se dira pas ouais, la musique est géniale dans ce documentaire, et pourtant la tonalité, l'émotion qui va ressortir du documentaire, elle va être vachement conditionnée par la musique. Et quantitativement, si on regarde sur l'ensemble du film, comme dans les documentaires, il y a forcément moins de dialogue et moins de scènes comme ça, on est vachement plus tenté d'en mettre. Donc il y a beaucoup de musiques qui sont d'ailleurs des archétypes, c'est-à-dire que quand on fait un documentaire, si on fait un documentaire sur les municipales de Paris, on va mettre des musiques qu'on a l'impression de sortir d'un film des années 70 américain, flonflon quoi. Et quand on va voir le documentaire, on va pas du tout se dire ah bah vraiment ils sont abusés sur la musique. On va juste se dire qu'on a été porté par un rythme qui a bien marché quoi. Pour un sujet qui est pas forcément. Il y a quelques, enfin là on va pas continuer sur le documentaire, mais il y a, disons, moi je pensais à un contre-exemple vraiment intéressant sur un film qui est sorti l'an dernier, enfin qui est pas sorti en salle mais qui a été passé à la télé, c'est le film de Riti Pan, L'image manquante, où là il y a un travail de longue haleine entre Mark Marder, le compositeur, et Riti Pan. Ils ont travaillé depuis toujours, et lui, bon, effectivement, c'est du documentaire, mais avec un travail très spécifique, et où la musique joue un rôle, là, du coup, qui est au-delà de la question. Oui, non, là, c'est le très haut de gamme, effectivement. Mais bon, ça existe aussi, évidemment. Ça, oui, on est un peu au-delà de tout ça. Alors, revenons à Party Girl. Alors, le deuxième extrait, donc je ne sais plus lequel c'est, si c'est la déclaration ou la demande, c'est ça, voilà. Vous voulez en dire un mot avant ou on le regarde alors, du coup, ça va vous sembler assez proche, puisque je pensais que l'extrait était plus long, mais pour le coup, là, c'est vraiment de la musique que les garçons ont composée, qui est supposée être la musique du cabaret, strictement, sur une fille qui danse, mais donc ils ont malgré tout composé, et donc où on travaille en termes de rythme et de sensation, ce qui se passe à l'image, et on essaye de donner une émotion, ou en tout cas de coller à l'émotion qu'on veut créer avec cette séquence. Là, on essaye d'isoler Angélique, le personnage principal, et de rendre cet environnement, cette fois-ci, un petit peu hostile, et on le joue un peu au plan. Voilà, il y a aussi une danse assez langoureuse de la jeune fille, et l'idée aussi, là pour le coup, c'est un travail plus classique, mais c'est de composer pour qu'elle danse en rythme. C'est de composer pour que tout à coup ces petits gestes très suggestifs, très sexuels qu'elle fait à la barre aient l'air de coller au morceau qu'elle écoute, mais en l'occurrence il n'y avait pas de morceau à l'enregistrement et il fallait que les garçons en inventent un. Komm, ich streck dich noch ein bisschen lieb. Oh, dann bouge ma Häschen. Et maintenant, je vais encore te dire quelque chose. Tu n'as pas intérêt à me rigoler dessus. Hein? Épouse-moi, s'il te plaît. Décidément, j'ai mal travaillé parce que je pensais que c'était un autre extrait. Mais de toute façon, il se joue à peu près la même chose, c'est-à-dire l'idée c'était à nouveau de composer là, non pas pour isoler Angélique, mais pour les isoler tous les deux à un moment où il n'y aurait plus de paroles dans un séparé, de pouvoir amener la parole justement, la discussion entre... La musique qu'on entend au début de la séquence, c'est vous qui l'avez composée également. C'est-à-dire que vous avez fait les deux moments. Non, mais c'est important de le savoir parce que quand on voit le film, on pense plutôt spontanément que la musique du début de la séquence, elle a été faite, enfin c'est une musique de boîte qui a été achetée ou autre. Bon, et c'est pas le cas.
Mais je vais vous laisser la parole là-dessus, mais en tout cas, là où je pense que c'était compliqué pour les garçons, on les a choisis parce qu'on savait qu'ils avaient une expérience de production dans le rap, qu'ils avaient un groupe de pop, que dans ce groupe de pop, il y avait des éléments électro très forts, que par ailleurs, ils faisaient de la musique de film, et donc on savait qu'ils étaient très polyvalents. Et dans le film, on comptait avoir recours à différents styles de musique, et il nous fallait des gens capables d'aller visiter ces différentes choses. Ce qui pouvait être aussi assez compliqué pour eux, c'est qu'on ne leur demandait pas de composer des choses complètement personnelles. Là, par exemple, souvent on leur a donné des références, Azealia Banks, enfin des morceaux. On a cherché en plus, parce que trouver l'ambiance de cette boîte, entre l'électro, le rap, la musique très très populaire, les tubes, il fallait parfois même faire des choses qu'on n'écouterait pas. Il fallait pas que ce soit parisien, il fallait pas que ce soit branché, donc ça devait pas toujours être simple. Sur cette scène notamment, le travail, ça a été d'amener du naturel, du réalisme, faire que les mouvements de la danseuse s'intègrent, parce qu'il y a les mouvements de la danseuse qui imposent un rythme, et il y a le montage aussi dessus, donc il fallait que tout ça soit cohérent avec une musique qui soit continue. Ensuite, elle est chantée au départ, et ensuite elle est instrumentale pour favoriser le dialogue entre les acteurs et pour que ça ressorte plus naturellement. Et on a essayé de faire que ça s'intègre musicalement, qu'on ne se demande pas pourquoi tout d'un coup il n'y avait plus de voix dans une musique de R&B, et donc j'ai l'impression que c'est plutôt réussi, c'est-à-dire ça procède naturellement sur la scène et on n'a pas l'impression que c'est un élément exogène. Voilà. Après, ils sont mignons, il y a même des moments où les personnages sont plus déclaratifs, il y a des demandes en mariage, des choses comme ça, et puis c'est légèrement souligné. En fait, à chaque fois, c'est un film. En plus, quand c'est des morceaux comme ça qui sont des morceaux qui nous semblent être un peu peut-être de la soupe. Et en même temps, pas de la musique au mètre, parce qu'on aurait pu se dire, voilà, bon, bah, dans ces cas-là, autant prendre sur un CD quelque chose. Et non, on avait besoin d'un travail plus précis que ça, et justement pour souligner même des petits moments. Donc voilà, bon, vous verrez, il y a d'autres choses, vous avez pondu plein d'autres choses pour d'autres contextes. Peut-être pour partir je ne sais pas si c'est des généralités, mais pour parler de l'évolution du métier de compositeur de musique de film, il y avait cette affaire de numérique dont on parlait au début, et on en est là aussi un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a l'idée de produire de la bande. On est assez loin finalement quand même de cette idée sympathique du compositeur qui écrit sur son piano et puis qui voit un jour la musique jouer devant les images. Il y a encore des gens qui travaillent comme ça, mais c'est plutôt genre Ennio Morricone ou Michel Legrand, donc effectivement. Alors ils ont la chance de le faire, et tout. Oui, Bruno Coulet, ouais, probablement, oui. Et tout le monde imagine, j'imagine, a envie de le faire un jour. Mais en tout cas, il y a cette nouvelle manière de travailler qui s'apparente plus au métier de producteur, c'est-à-dire se représenter la musique. On livre des bandes, on ne livre pas une partition, on livre des textures, des matières constituées. Et donc voilà, après là, on était dans un travail un peu de boîte à outils, de décor, être là sur ce réel-là, là sur ce réel-ci, mais dans tous les cas, c'est de la production, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est un peu nouveau dans le rapport à la musique de film, je pense. Non, ce qui est vrai, c'est que, là, pour dire un petit mot, c'est qu'à une époque qui n'est pas si lointaine, ça se passait pas du tout comme ça. C'est-à-dire que le compositeur jouait un thème au piano, et le réalisateur devait se dire ça va pas, en gros, et puis on se retrouvait à l'enregistrement, quoi. Donc c'était quand même un peu plus angoissant peut-être pour les réalisateurs. En même temps, ça a produit des choses formidables, donc c'est pas non plus une méthode complètement absurde. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout là, parce que en toute façon, le processus se fait de manière beaucoup plus organique, on va dire, aujourd'hui, dans un film comme celui-là, par exemple. C'est ce qui s'est passé, en tout cas, sur ce projet, et c'est ce qui était très intéressant, très agréable, très stimulant pour nous, c'est d'être associé
tôt et de suivre les choses avec des allers-retours permanents et simples et légers, parce que voilà, les technologies le permettent aujourd'hui. Est-ce que ça peut pas, d'ailleurs c'est une question qui peut s'adresser aussi à Céline et Jean-Baptiste, est-ce que c'est pas, enfin c'est évidemment a priori un avantage parce que ça permet de travailler la matière du film très, voilà, mais est-ce que c'est pas parfois un peu presque contraignant pour les musiciens parce que vous êtes amenés à retoucher de façon extrêmement, j'imagine très précise à tel et tel moment, parce qu'il y a un moment où la séquence est raccourcie, enfin on retouche beaucoup plus les films, je pense, aujourd'hui, avec à la fois musicalement et au niveau du montage et au niveau du montage son, parce que les moyens le permettent, et ça peut parfois être peut-être un peu, je sais pas, angoissant pour les musiciens. Si c'est plus contraignant, ça va aussi avec une forme d'exigence. Alors l'exigence, on est content de la suivre quand on a l'impression d'être sur un beau projet, ce qui était le cas pour ce film-là. Mais c'est vrai que on passe plus de temps avec sa souris à éditer, suréditer, rééditer, que du temps des grands, où, comme disait Goraguer, voilà, une musique de film, c'est 8 mesures, et puis après, c'est des arrangements. On n'en est plus là. C'est parfois encore le cas, mais c'est moins souvent. Oui, enfin bon. En même temps, à l'époque, il y avait des grands réalisateurs et des grands compositeurs. Maintenant, il y a surtout une autre façon de travailler. Et puis, ce serait dommage. En fait, on en parlait dans une réunion de préparation. Il y a quand même, effectivement, il y a de l'autorat sur la musique de film, et il y a de l'autorat sur la réalisation. Et je trouve que c'est une chance et que c'est extraordinaire de pouvoir vraiment travailler de concert le plus possible. Et même, je dirais, moi, je regrette que les garçons n'aient pas pu être dans une salle à côté de nous pour qu'on puisse même travailler en étant encore plus proche que ça. Parce que c'est pas les extraits les plus probants, mais en tout cas pour vous, c'est manifeste. Cette musique, elle crée du sens dans nos films. Elles disent des choses parfois beaucoup plus fortement que même nos images. Le spectateur, en tout cas, on lui parle à un autre niveau et les émotions sont complètement... je pense que c'est absolument indispensable qu'on puisse et que les outils nous permettent de travailler encore plus ensemble. Je trouve que c'est formidable et je ne regrette pas du tout le temps où il y avait des grands. Ah, c'était pas, moi je disais pas ça dans un sens de hiérarchie ou de dire c'était mieux avant. Je sais bien, mais en fait ça va avec. Ce qui est marrant, c'est que c'est un discours qu'il y a aussi, par exemple, sur le montage, par exemple, l'idée que autrefois les coupes, on pouvait pas en faire là, donc il fallait beaucoup plus réfléchir en amont. Alors je sais pas si peut-être qu'ils réfléchissaient plus ou peut-être qu'ils réfléchissaient mieux. Je pense que nous peut-être on réfléchit autrement et à un autre moment. En tout cas, cette collaboration, cet endroit de communication, même là, je trouve que c'est pas encore assez. Il faudrait que ce soit plus. Il faudrait qu'on ait plus de temps pour travailler ensemble. C'est tellement important, en fait, la musique dans les films. Mais vous avez certainement aussi un avis. Oui, moi, je suis très enthousiaste. En fait, je suis très content que de l'évolution. À vrai dire, nous, on n'a pas connu. D'ailleurs, personne, je crois, ici, cette époque vraiment, en tout cas dans le travail. Même si voilà, on est fasciné par Legrand, Delerue, etc. Mais moi, c'est pas du tout mon fantasme. Et je trouve que maintenant, on produit aussi du son, de la matière sonore, on en parlait, qui est reprise par les monteurs son, qui est intégrée dans le film. Et c'est marrant que Céline parlait de David Lynch, qui est un de ceux qui, à mon avis, a été une bascule, qui a commencé. On se souvient tous d'avoir entendu des infrabasses très impressionnantes qui étaient en fait qui venaient du morceau ou qui précédaient le morceau. En même temps, il prenait des morceaux de pop qu'on connaissait, il les réexploitait. Il avait une grande liberté, il a beaucoup apporté. Et c'est aussi, ça, à mon avis, ça correspond à une époque où les moyens de diffusion ont changé, les supports, la dynamique a augmenté. Il y avait de plus en plus de place d'expression pour le son en général et le son musique aussi. Et maintenant, on en est là. Moi, personnellement, c'est mon habitat naturel. Je suis très heureux que ça soit comme ça. L'editing, etc., ça m'ennuie pas. J'aime aller dans le détail. Je trouve ça fascinant, même de voir à quel point on peut. Et puis on le voit, ça se poursuit jusqu'au mixage, au bruitage aussi. On voit comment ça transforme une scène, comment ça la porte, ou comment ça peut la casser complètement aussi, la faire foirer. Mais oui, moi, je suis heureux que ça se passe comme ça. Peut-être que d'ailleurs, j'aurais été incapable de faire autrement. Je pense que ça correspond à notre génération. On peut même dire que peut-être ça a précédé, l'idée a précédé les moyens techniques, parce qu'au fond, à partir du moment où le montage est devenu plus important, on va dire à partir des années 60-70, il me semble que le montage a pris un rôle plus organique, plus artistique, peut-être que la musique elle-même a commencé à devenir
différentes et à travailler différemment, même si bon, il y avait cette histoire de score et tout, mais quand même ça évoluait déjà. Et évidemment, aujourd'hui, on arrive à un stade où tout ça est lié. Mais finalement, ça rejoint un peu la vieille expression des années 50, mais qui s'est réactivée là-dedans aujourd'hui. C'est un peu la caméra stylo. C'est-à-dire finalement, on peut écrire un film musicalement et là, comme si on était en train d'écrire un livre. Non pas que ce soit la même chose, mais dans l'idée qu'on peut retoucher, raturer directement, quoi, ce qui change quand même beaucoup de choses. En tout cas, pour nous cinéastes, je suppose qu'on ne travaille pas tous exactement de la même façon. Pour Samuel, moi et Marie, c'était important d'avoir une grande liberté, de s'adapter constamment aussi au film, de pouvoir s'adapter au film, à ce que dégageaient les acteurs, à ce qu'on avait réussi à attraper du réel, justement, de leur visage, etc. Et donc de faire des choix musicaux quelque part le plus tard possible, c'est-à-dire en essayant de faire en sorte que ça convienne le mieux possible au film. Et s'il avait fallu contraindre les comédiens, l'image, le montage pour une musique préexistante, ça aurait été extrêmement difficile pour nous, je pense. Vous voulez qu'on voit le troisième extrait ? Je ne sais pas, j'hésite. Non, non, mais c'est comme vous voulez. Hein. Non, mais du coup, non, parce que c'était le seul extrait où il y avait, on va dire, une musique qui jouait plus le rôle traditionnellement, disons, de musique de film. Si c'est bien celui-là qui a été lancé. Oui. Ben voilà, le score du film, on pourrait... On aime bien les mots compliqués, mais qu'on aime bien les mots simples aussi. On utilise souvent le terme de dire la musique est en off et la musique est en in, quoi. Comme s'il y avait un personnage qui était dehors de la scène, mais qu'on entendait quand même. C'est un peu pareil pour la musique. Et ça simplifie le truc. Et puis alors, il y a des éléments qui sont difficiles, mais qu'on a essayé de beaucoup utiliser dans Party Girl, c'est de faire en sorte que cette musique du réel, elle soit quand même modifiée. Par exemple, dans l'extrait qu'on a vu, qu'on vient de voir là, il y a un travail de mix qui est vachement bien fait. C'est qu'on a la musique qui est hyper fort, on se la prend vraiment dans la gueule en début de la scène. Je pense que vous avez tous senti la puissance de la basse et tout ça. Et malheureusement, l'extrait que j'ai coupé était un peu court, je vous prie de m'excuser, mais dans la continuité de la scène, ce qui est étonnant, c'est que on passe d'un plan où on est assez loin, on regarde la danseuse puis on se rapproche, et ensuite quand on revient sur les deux personnages principaux, qui est la fin de la scène que vous avez vue, on est super proche d'eux. Et quand on est super proche d'eux, la musique a fait le mouvement inverse en fait, et elle est vachement discrète, et dans la fluidité du truc, on s'en rend pas du tout compte. C'est-à-dire qu'on a une sensation de réel, alors qu'en fait c'est hyper artificiellement travaillé. Si on entend les deux différences de niveau, on se dit c'est fou comme la musique est forte là-bas et pas forte à 3 mètres, quoi. Et pourtant, ça paraît réel. Moi, ça me le fait encore. Hein. Mais oui, c'est vrai qu'on avait ce genre de problème sur ce genre de moment, justement, puisqu'on essayait d'être très, très réaliste. Tout ce qui relève du code, c'est-à-dire, on va baisser la musique puisque les personnages parlent. On est bien obligé de le faire, nous aussi, sinon on n'entendrait pas les personnages, mais c'était des endroits où c'était particulièrement difficile, puisque ça relève un peu de la convention. Là, du coup, l'extrait qu'on va voir, juste pour vous le situer un tout petit peu, c'est effectivement le seul moment où il y a du score dans le film, c'est-à-dire une musique que les garçons ont composée pour refléter l'état intérieur du personnage. C'est une musique qui n'a absolument aucun lieu d'être, si ce n'est le fait qu'on l'ait décidé, qu'on ait envie de décrire les émotions du personnage à travers cette musique. On avait essayé d'en mettre dans plein d'autres moments dans le film. C'est le seul moment où on l'a conservé, cette musique, ce score. Et alors on s'était un peu posé la question en réunion ensemble. On ne sait pas très bien pourquoi ça ne marchait nulle part ailleurs dans le film, à part à ce moment-là. C'est un moment où on est très 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 proche du personnage, où on est chargé de tout ce qu'il a vécu auparavant. A priori, on a conscience qu'elle ne va pas forcément, qu'elle ne va pas vers quelque chose qui la rend heureuse. Et pour le coup, ça a été même intéressant pour nous de découvrir à quel moment le film rejetait la musique off et à quel moment, finalement, il arrivait à l'accepter. Et ça arrive assez tard dans le film. Je pense qu'il faut avoir accepté toute la grammaire du film, accepter les acteurs, accepter leur langage, accepter le réalisme du film, accepter de comprendre les enjeux qui, en fait, sont des enjeux un peu cachés par rapport aux enjeux, pour ensuite... et comprendre quel est notre regard porté sur les personnages, pour ensuite accepter tout à coup cette musique qui vient prendre en charge l'émotion du personnage de façon artificielle en fait. Michel reçoit cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité.
Que Dieu bénisse votre union, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Et soyez heureux. Merci. J'arrive même pas à avancer. Je peux rien faire. Juste un mot pour aller dans le sens de ce que tu disais, c'est-à-dire que là on voit vraiment, surtout quand on a vu le film c'est encore plus net, que la musique raconte autre chose que ce que la scène est supposée raconter. C'est-à-dire qu'en fait le personnage féminin, pour ceux qui n'auraient pas vu le film, n'est pas si heureuse que ça de se marier, et du coup la musique le raconte quand même très, à la fois subtilement et clairement, je dirais. Enfin moi c'est comme ça que je vois la scène, mais vous pouvez me contredire bien évidemment. Alors déjà, on n'a vraiment pas de chance avec les extraits, puisque là, en l'occurrence, c'est pas synchrone. Alors ça, c'est un autre problème. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Oui. Mais oui, en fait, c'est d'ailleurs c'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Raconter autre chose avec la musique que peut-être ce qu'on voit à l'image. A priori, on est supposé l'avoir compris dans le film. C'est quelque chose qui devrait pas nous échapper à ce moment-là. Mais venir le surligner avec la musique, venir le rappeler avec la musique alors que ce n'est pas ce que les images racontent et peut-être pas le sourire d'Angélique, etc. C'est essayer d'accompagner le personnage dans cette émotion et essayer de rester avec lui dans cette... parce que cette scène arrive après une confession d'Angélique où on comprend qu'elle va un peu à l'abattoir, quoi. Donc de rester dans cette émotion-là, même si par ailleurs, la narration continue et ce qui lui arrive, en tout cas, paraît heureux. Vous avez un truc à dire, les garçons ? Oui. Dans cette scène, ce qui est marrant, c'est si vous avez remarqué, les bruitages sont très très forts au début. Donc on est dans le code de la réalité très marqué. Et puis nous, on a fait une musique qui commence comme une nappe. C'était une demande express de Claire, qu'on fasse un truc qui soit plus de l'ordre du psychoacoustique, le travail sur le son dont tu parlais tout à l'heure, Jean-Baptiste. Et puis petit à petit, on ramène des éléments, il y a des guitares qui apparaissent, etc. Et ça correspond aussi au moment où le réel devient un petit peu diffus, c'est-à-dire que petit à petit, les sons du réel disparaissent, et on rentre de plus en plus dans son émotion à elle, dans sa tête à elle, et dans ce travail, finalement, par rapport à ce que nous, on avait fait au départ, où la musique était... On gardait quand même encore pas mal de sons de réel pendant cette séquence. Au mixage, Mélissa, elle a vachement enlevé des sons du réel, et du coup, il y a un effet de maximisation de l'émotion qu'on a au début. On sent qu'elle est mal à l'aise et tout ça. On voit bien que sur son visage, il n'y a pas un bonheur éclatant. Et dans les émotions qu'on a dans cette scène, je trouve que la façon dont la musique monte en présence et fait disparaître la réalité, puis ensuite, petit à petit, s'estompe avec un retour de la réalité, c'est une façon de jouer ce code qui fait qu'au lieu de rentrer bim boum, regardez, c'est ça qu'il faut que vous pensiez, on le fait de façon un peu plus subtile, ce qui permet peut-être de faire que dans l'ensemble du film, ça passe sans être trop heurté et sans qu'on ait trop l'impression de s'en prendre. Après, il y a un petit détail, une anecdote. C'est juste que je crois que ce morceau est composé à partir des riffs de la chanson Party Girl de la fin, c'est-à-dire sur 2-3 notes. Et probablement que ça n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, je pense que personne ne le repère, mais c'était une tentative qu'on avait, en tout cas nous, à un moment donné, d'essayer de trouver une cohérence entre toutes ces différentes utilisations de la musique, ces différents morceaux. Et on l'avait raconté, il y a quelque chose d'étrange, parce qu'on a essayé des moments de score à plusieurs endroits dans le film. On s'est dit, au fond, on est peut-être un peu trop dogmatique. Il faut essayer la musique de film.
Et on n'en a gardé qu'une, purement score. Moi-même, j'y étais même un peu opposée à un moment donné, parce que je me disais, pour le coup, on ne peut pas en avoir qu'une, c'est pas possible en fait. C'est étrange, le film va jamais le supporter, tout à coup, cette arrivée de musique. Et en fait, si, parce que justement, la musique, probablement... Mais Céline a une théorie bien plus brillante à cet endroit-là, mais prend en charge principalement la question de l'émotion au cinéma, et qu'au fond, si le spectateur à ce moment-là a bien dans l'univers a été posé, l'enjeu est posé, l'histoire est posée, etc., et il est clairement très ouvert et très disponible sur des questions purement émotionnelles, d'empathie envers les personnages, alors probablement que si on peut s'autoriser à tout à coup faire arriver un score parce que on est disposé à le recevoir, parce qu'on est suffisamment prêt dans l'émotion avec le personnage. Mais j'aimerais bien que tu parles de ta théorie, elle était si non, mais brillante. c'est pas une théorie, c'est parce que j'y ai pas réfléchi plus que ça, c'est sorti comme ça dans notre brainstorming pour cette soirée, mais de dire que peut-être il y a des musiques qui sont le ça du film, des musiques qui sont le moi du film, et des musiques qui sont le surmoi du film. Et peut-être au sein même des films, qu'il pourrait y avoir cette classification, cette typologie, et peut-être même tout simplement d'un film à l'autre. Mais ça n'est pas suffisamment une théorie parce que j'y ai pas assez réfléchi. Voilà, je vous tiens au courant. À mon avis, ça fera l'objet d'une thèse de 3e cycle Mais ou c'est beau, doctorat non prochainement. C'est beau, moi j'ai donc, trouvé ça beau, en tout cas. on était tous d'accord quand on t'a entendu dire ça, qu'effectivement, ça ouvrait des perspectives, en tout cas de réflexion. Ah, bah, écoute... Je peux passer la parole à Claire pour qu'elle parle du groupe allemand Scorpion. Je vais faire très vite, mais nous on a 1 minute de Scorpion dans le film, Still Loving You. En fait, on avait absolument besoin d'un tube vraiment très très populaire. On voulait à ce moment-là, en tout cas, donner le sentiment que c'était un morceau que le couple de protagonistes du film pourrait réellement écouter dans la vie. Il ne s'agissait pas de plaquer autre chose, c'est un slow. On a essayé d'autres trucs moins chers, ça n'avait jamais le même effet, et ça n'aurait jamais produit le même effet sur les spectateurs que Still Loving You de Scorpion. Simplement, effectivement, c'est très très cher. Là, c'était 25 000 €. Et alors, on a monté les images avec ces 25 000 € qu'on a économisés, parce que nous, notre budget, c'était 1,4 million, et c'était important d'avoir l'argent pour ce tube. On a économisé de partout. Sauf que le montage a été fait au millimètre près pour ce morceau, et quand on a récupéré le morceau de la maison de disques, en fait, ce n'était pas le morceau de Scorpion original, c'était un réenregistrement, un remaster de Scorpion, pas sur le même tempo. En fait, le groupe ne cède plus jamais les droits de cette chanson telle que l'original, parce que c'est un avocat qui détient les droits du morceau, et donc il ne touche rien. Et donc ils ont réenregistré une version, sauf qu'ils sont beaucoup plus vieux, ils ne sont plus capables de chanter aussi haut, ce sont plus les mêmes reverbs, c'est plus le même tempo, et donc c'était un vrai problème. C'est-à-dire qu'à la fois, nous, ce qu'on voulait, c'était que le spectateur, instantanément, soit dans des émotions, une Madeleine de Proust, et ça pouvait pas être un peu Scorpion, mais pas tout à fait. Et puis le montage était vraiment millimétré pour ça. Et on a beaucoup hésité. On a travaillé au mixage pour essayer de changer un peu. Et au fond, on a essayé plein d'autres morceaux. On n'a jamais pu... on a gardé Scorpion, mais ce n'est pas le vrai Scorpion. Et il se trouve que sur 1 minute de film, la plupart des gens ne s'en rendent pas compte, en fait, à part les fans. Mais de toute façon, la question des droits musicaux, effectivement, qu'on pensait évoquer au départ, elle est cruciale, essentielle. Et là où aujourd'hui, en fait, le milieu de la musique et le milieu du cinéma sont vraiment en relation, c'est que tout à coup, tout ce qui peut se passer autour du fait du téléchargement illégal, etc., ça pèse beaucoup sur nous, puisque aujourd'hui, j'ai l'impression qu'entre autres, à l'endroit où ils récupèrent l'argent qu'ils ont perdu, c'est précisément dans les droits pour les films, ce qui du coup nous limite énormément dans nos possibilités. Merci sincèrement à vous d'avoir été aussi brillant et aussi prolixe dans le bon sens du terme, et à bientôt. Yeah.
come over here, I'll show you how it's done. I can dance, I can drink in the dark, it's all a trick. I'm a party girl, do a twirl, see my eyes, throw a glance, can't you see I'm a natural?